Bonjour, Emmanuelle Delrieux, psychologue, écoféministe. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la 4e étape de guérison du burn-out. Dans des précédentes vidéos, je vous ai parlé des symptômes du burn-out et des 3 premières étapes du burn-out. Donc la première, celle qui consiste à dresser l'état des lieux, à comprendre comment on est tombé en état d'épuisement et d'entendre ce que le corps nous dit. Donc le corps nous dit qu'il est à bout de souffle d'un système, et dans cette étape, on va comprendre de quel système on parle, quel système relationnel avec soi-même nous a mis dans cet état d'épuisement vital. Lors de la 2e étape, nous pouvons observer des grands moments de résistance, des résistances à accepter ce burn-out, à accepter l'état d'épuisement et surtout à accepter les changements qui doivent s'opérer à l'intérieur de soi, à la fois sur le plan comportemental, sur le plan des croyances, sur le plan des paradigmes et de la construction, en fait, aussi parfois de notre identité, de notre manière d'être au monde, puisque ce sont ces comportements, ces croyances, ces manières d'être au monde, ce système intérieur qui nous a conduits à nous épuiser. Une fois que l'on passe à résistance, et selon bien sûr notre faculté à lâcher et à accepter en fait les souffrances à l'intérieur de soi, soit on va vivre un effondrement assez doux, soit on résiste beaucoup et l'effondrement va être très très fort. Et donc cette étape va prendre beaucoup de temps. Enfin, la 3e étape, c'est celle de régénérer son lien au vivant et son lien à soi. Donc une fois qu'on a lâché les résistances, une fois qu'on accepte de faire l'état des lieux intérieurs lors de la 2e étape et de sécuriser son terrain intérieur, on va pouvoir enfin mettre en place les processus de transformation, les processus de guérison, aller inspecter les causes profondes de notre ancienne manière d'être qui nous a conduits à nous épuiser. Une fois qu'on a mis tout ça en place, et l'étape 3 prend du temps, on va arriver à l'étape 4. L'étape 4, comme son nom l'indique, on va avoir un regain d'énergie, puisque on aura amorcé des transformations de fond, on aura mis en place des outils, des techniques pour pouvoir régénérer notre vitalité, notre force. Et à cette étape-là, le corps va tester. En fait, le corps nous redonne plein d'énergie et grosso modo, il va nous dire « Alors, qu'est-ce que tu vas faire de cette énergie ?» Là, on a des personnes qui soit se sont dit « En fait, ce que je viens régénérer, c'est une vitalité qui va se remettre au service de mon ancien système. » Et donc là, on voit des personnes qui vont, avec cette énergie, refaire comme avant. Et à ce moment-là, eh bien, les personnes qui vont avoir ce fameux effet rebond vont reculer jusqu'à l'étape 2 et retravailler les causalités, retravailler en profondeur des processus transformatoires parce que le corps ne va pas permettre de continuer à utiliser cette énergie interne pour un système dévitalisant, zombifiant et destructeur. Au contraire, les personnes qui ont compris que ce que l'on venait régénérer, c'était notre vitalité, c'était nos ressources intérieures, notre énergie, au service du vivant à l'intérieur de soi et pas au service de cet ancien système, de cette ancienne manière d'être au monde, alors on va avoir des personnes qui vont pouvoir avancer tout doucement dans l'étape 4 avec d'autres encore processus inhérents à cette étape. Là aussi, on peut avoir des personnes qui, par exemple, lorsqu'on a fait l'état des lieux, dans l'étape 1, on s'est rendu compte qu'il y avait bien sûr un ancien système, en tout cas un système relationnel avec soi-même qui n'allait pas. On a pu peut-être observer et comprendre les dysfonctionnements peut-être du système environnant et peut-être également qu'on a observé qu'il y avait des traumatismes lourds du passé qu'il y avait besoin de guérir. Et en cheminant dans l'étape 2, dans l'étape 3, on a travaillé tout, sauf par exemple les traumatismes. Arrivé à l'étape 4, l'intelligence corporelle va faire comprendre que, ok, on peut continuer à avancer comme ça. Mais là, c'est pas possible. Il va falloir refaire un petit tour en arrière pour prendre le temps de nettoyer ces traumatismes afin de libérer de l'énergie. Puisque comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes,
lorsqu'on va faire un burn-out, il est possible effectivement que des traumatismes du passé ressurgissent et ça, c'est pas pour nous embêter. C'est parce que lorsque on a vécu un traumatisme, lourd, un abus, un harcèlement, des chocs émotionnels, eh bien, on va avoir un mécanisme de défense qui va se mettre en place pour défendre cette souffrance, parce que c'est insupportable sur le moment et ça ne peut pas être traité. Le truc, c'est que en continuant à vivre, ce mécanisme de défense va créer une forme de pression sur une souffrance qui, elle, cherche finalement à recevoir de la guérison. Et ces états de tension intérieure génèrent beaucoup d'épuisement. Lorsqu'on fait un burn-out, il n'y a plus assez d'énergie pour maintenir finalement cet état de tension. Et c'est là qu'on va avoir effectivement des traumatismes ressurgir. L'objectif, ce n'est pas de remettre des mécanismes de défense, c'est au contraire d'aller guérir en profondeur ces traumatismes pour pouvoir laisser composter ce qui a besoin de l'être, ce qui ne peut pas être guéri, mais qui va permettre de nourrir des nouvelles graines et d'aller apporter du soin dans ces espaces traumatiques afin de remettre de la vitalité, de pouvoir créer de nouvelles forces et créer de nouvelles ressources. Donc vous voyez, l'étape 4, pour moi, c'est un peu comme le jeu de loi. Si vous observez le jeu de loi, et je vous conseille de refaire une petite partie pour vous remettre dans l'ambiance, vous allez observer qu'il y a 2 temps du plateau du jeu de loi. Il y a toute la première partie qui est assez chill, on avance, on pose des dés, et puis on a un moment où on sent que waouh, ça l'est. Là, pour aller jusqu'à la case 63, eh bien, on rentre dans des espaces où les cases font peur. Ça va être la prison, ça va être le puits, ça va être la mort, c'est-à-dire le retour en arrière. Eh bien, pour moi, l'étape 4, c'est exactement ça au niveau du jeu de loi. C'est-à-dire, on a cette énergie qui est là, on va lancer le dé, continuer à avancer de manière un peu fébrile. Fébrile, pourquoi ? Parce qu'on se souvient quand même que on a cramé notre énergie intérieure, on se souvient que la transformation, elle est encore neuve, comparée à peut-être 30 ans de fonctionnement dans un système destructeur avec soi-même, ou 40 ans, eh bien ça va pas être 6 mois qui tout d'un coup vont venir complètement changer cette manière d'être au monde. Donc on voit bien que ça nous demande des efforts d'apprendre à être autrement, de consommer autrement l'énergie, d'être plus sobre avec soi-même. Donc voilà, c'est un moment très particulier, cette étape 4, et en même temps, c'est, je vous avoue, un moment que je chéris beaucoup dans l'accompagnement, puisque c'est ce moment où il va y avoir beaucoup de travail de reliance, de prendre soin de la vie à l'intérieur de soi qui se met en place. Alors on a l'impression que c'est l'étape 3 qui fournit tout ça, et pourtant, c'est vraiment dans l'étape 4, parce qu'on retrouve de la vitalité, qu'on va euh, reprendre le chemin de la vie, mais le chemin de la vie qui émerge à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon pour soi et finalement, qu'est-ce qui est bon pour le vivant aussi à l'extérieur de soi. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va travailler lors de l'étape 4, et notamment les points suivants. Donc, le premier, ça va être un moment où on va un peu s'initier à ce que moi j'appelle le pistage sacré, c'est-à-dire aux synchronicités. Donc, je vous rappelle, l'étape 4, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la vitalité, et surtout, on a fait ce travail à l'intérieur de soi où le petit contrôleur intérieur ou la petite contrôleuse intérieure s'est reconvertie. Elle a compris que on devait passer d'une hiérarchie avec une suprématie du mental colonisatrice et despotique avec le reste des autres fonctions à l'intérieur de soi à, au contraire, une forme de table ronde, une sorte de sociocratie intérieure où toutes les fonctions internes dialoguent au service du vivant en soi. Donc finalement, on commence à faire de la place à l'intérieur de soi, et une place qui nous permet de dialoguer avec la vie. Et ce dialogue avec la vie se fait par le biais des synchronicités, donc c'est un concept jungien, où on parle non pas de cause à effet, mais on parle d'émergences symboliques qui sont à l'intérieur de soi et qui vont se matérialiser à l'extérieur. Et ce choc qui va se produire entre ce symbolisme intérieur et ce symbolisme extérieur en simultanéité vont créer à l'intérieur de soi comme des sensations profondes de justesse, de reliance, d'émotion, qui nous montrent que finalement, on est peut-être sur le bon chemin. Donc ces synchronicités, elles apparaissent vraiment systématiquement lors de l'étape 4 comme des choses qui nous aident à dire « Hey, tu vois,
Peut-être que c'est par là que tu dois aller. Peut-être que tu peux faire autrement. C'est vraiment un dialogue qui passe pas de la tête à la tête. C'est pas soi qui réfléchissant en disant ah c'est comme ça que ça va se passer. Non, c'est vraiment un dialogue beaucoup plus subtil, beaucoup plus interne, beaucoup plus dans le ressenti. Et ça, cette condition, elle est possible parce que précédemment, dans l'étape 3, dans l'étape 2, on a fait ce travail de reliance avec ses sensations, ses émotions, ce qui se passe dans le corps. On apprend à renouer un dialogue avec les signes du corps. Et on est mûr à l'étape 4 finalement pour continuer ce chemin-là et pour dialoguer avec la vie, avec le vivant. Donc c'est l'intelligence du vivant à l'intérieur de soi, avec laquelle on a repris contact, avec laquelle finalement on laisse profondément une émergence, un dialogue, une respiration se faire en soi, que cette intelligence du vivant vient dialoguer avec l'intelligence du vivant qui est tout autour de soi, puisqu'il y a une réelle interdépendance dans cet espace-là. C'est aussi un moment, du coup, on va reprendre son pouvoir à l'intérieur de soi, un pouvoir peut-être qu'on a laissé à l'autre, qu'on a laissé aussi à son propre mental, à ses propres injonctions intérieures, à son propre destructeur ou destructrice intérieure ou despote. Et donc on va reprendre son pouvoir pour le mettre au service de la vie et de la vitalité à l'intérieur de soi. On va retrouver sa source, apprendre à prendre soin de cette source vitale. Et tout ça conduit à un alignement tête, cœur, corps. Et cet alignement, il est fondamental puisque c'est par cette fluidité du dialogue, de cet espace interne, que nos choix, nos décisions, nos élans de vie vont pouvoir trouver leur chemin. On va venir également travailler tout ce qui va être le fait de prendre conscience de tout le mal qu'on s'est fait. Alors, ça peut paraître paradoxal, puisque je vous ai expliqué que lors de l'étape 2, on prend conscience de la souffrance que l'on vit d'être épuisé dans son corps. Mais la conscience que l'on a à l'étape 2, c'est une conscience qui est très particulière. Souvent, c'est une conscience encore un peu dissociée. C'est-à-dire comme si on prenait conscience, mais un peu de l'extérieur. Comme si c'était pas vraiment soi, mais que là, on sentait qu'on n'avait pas trop le choix que d'écouter les mots qui sont présents ou qui se posent à nous lors de l'étape 2. À l'étape 4, si vous avez bien compris le processus, on est beaucoup plus incarné. C'est-à-dire que on n'est pas dans un dialogue dissocié. On n'est pas dans ce truc de « ah, le corps nous parle, le ressenti nous parle ». En fait, c'est soi, tout soi qui est en train de parler. C'est un processus fluidifié. Et à ce moment-là, comme il y a une reconnexion profonde à soi, c'est ce moment où le corps entier, alors je continue à dialoguer comme ça parce que c'est plus pratique peut-être en Occident, mais c'est vraiment le moment où le corps ressentant nous dit « bon, là, maintenant que tu m'écoutes vraiment, maintenant que on fait équipe ensemble et que j'ai une vraie parole qui est entendue. T'as vu quand même à quel point on s'est fait mal? T'as vu à quel point cette manière de fonctionner, elle a été destructrice? Et c'est vraiment à ce moment-là, quand on est sorti peut-être de tout ce processus de travail sur soi, et surtout ce moment de reconnexion à soi, que l'on peut rentrer en compassion envers soi. C'est un moment hyper important dans l'étape 4, de rentrer en compassion, en amitié avec soi-même, pour se donner encore plus d'espace de prendre soin. Et c'est aussi un moment qui permet de se dire « ok, en fait, là je m'aime et je ne veux plus me mettre en danger ». Donc ce moment de prendre conscience de tout le mal qu'on s'est fait, il est précieux parce que finalement, ça va permettre de transformer cette expérience douloureuse du burn-out en une forme de gardienne ou de gardien intérieur, de mémoire, qui va être là tout au long de notre vie pour dire « attention ». Là, tu es en train de retomber dans un ancien système, dans un ancien schéma, et on risque de se faire mal, c'est pas possible. Donc ce moment-là de l'étape 4 est vraiment à chérir. C'est aussi un moment où on va poursuivre son deuil. On va poursuivre le deuil peut-être de son identité à des anciens schémas. On va poursuivre le deuil, de deuil aussi de séparation, de pertes lourdes que l'on a pu avoir dans le passé. C'est aussi un moment où on va faire le deuil d'une partie de notre passé.
Et là, on peut pratiquer des exercices qui sont fabuleux, comme le rituel des 5 portes de Francis Weller, où on peut travailler à honorer ses peines pour soi et pour le monde, que l'on trouve dans le travail qui relie de Joanna Macy. Donc vous voyez, dans l'étape 4, on poursuit vraiment tout un chemin, et tout ça, on le fait en continuant à prendre soin avec les techniques, les outils que l'on aura travaillé dans l'étape 2 et dans l'étape 3. Mais ça ne s'arrête pas là. On va aussi, dans l'étape 4, vivre une résurgence de spiritualité. On va venir se relier à son éco-spiritualité, c'est-à-dire on commence à se poser ces questions de sens profond. Notre cœur, tout notre être a besoin de retrouver le chemin du sens de sa vie. Qu'est-ce qui fait que je suis là ? Quelle est la place de l'humain sur Terre au vu du chemin que je viens de vivre, au vu de ce que mon être a vécu en profonde destruction de ses ressources vitales avec une manière d'être au monde ? Eh bien, comment j'ai envie d'être au monde en prenant soin du vivant à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi ? C'est un moment où on va reprendre un chemin d'une spiritualité, mais d'une spiritualité personnelle, comme nous invite Abdel-Nour dans son livre, qu'il faut que je retrouve, que je n'ai plus là, les tisserands et les tisserandes. Donc ce moment-là, il est fondamental et il va être vraiment propre à chacun et chacune. Il ne s'agit pas de trouver de nouveaux gourous ou de nouvelles figures d'attachement avec son enfant intérieur qui va retrouver de nouvelles figures parentales, pas du tout. Au contraire, il suffit d'aller retrouver le chemin avec la nature, avec le vivant, pour se réouvrir à ce qui fait sens pour soi et retrouver ce chemin d'amour profond pour soi et pour le vivant. C'est aussi un moment où on va venir transmuter sa résilience en guérison. Parce que la résilience, ce n'est pas la guérison. La résilience, pour Boris Cyrulnik, en fait, elle se fait en 3 temps. Ça va être 1, l'encaissement du choc, 2, la dépression ou la gestion du stress post-traumatique suite à ce choc, 3, la résilience des forces. Mais comme nous l'avons vu, et je vous l'ai expliqué précédemment, lorsqu'on va vivre un choc, ok, on va encaisser le choc, et finalement on va mettre en place des mécanismes de défense pour pouvoir continuer à vivre, à défaut de pouvoir guérir le choc dans l'instant. Le problème, c'est lorsque l'on va garder ce mécanisme de défense. En fait, on peut être très résilient tout en ayant ce mécanisme de défense, mais ce mécanisme de défense empêche à un moment donné un processus transformatoire de guérison des traumas. Et ça va être ce moment-là qui est fondamental, je vous en ai parlé précédemment. Donc on va venir transformer nos traumatismes et transformer nos processus de résilience en processus de guérison qui, à ce moment-là, vont nous donner une véritable robustesse. Enfin, lors de l'étape 4, et ça c'est fondamental, on va venir travailler nos nouveaux imaginaires. Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons, nous propose Rob Hopkins, au niveau de notre relation à la Terre, de notre relation vivante, de notre relation au collectif, eh bien là on va faire de même aussi dans sa relation à soi, dans comment j'ai envie de vivre ma vie, comment je peux imaginer vivre des temps de travail, des temps sociaux différents, des temps qui vont venir respecter qui je suis, qui vont venir respecter ma vitalité, qui vont venir respecter aussi mes besoins fondamentaux, qui auront émergé bien sûr lors de l'étape 4. Donc cette étape 4, si vous m'avez suivi, vous vous rendez compte qu'elle a vraiment un processus et une dynamique intérieure d'une richesse extraordinaire. Et c'est souvent un moment particulier puisque c'est un moment où on retrouve de la vitalité et où l'extérieur, donc le monde du travail, la médecine du travail, mais aussi parfois nos proches nous disent « Bon, allez, tu retournes là dans la vie ». Et non, c'est un moment qu'il va falloir chérir, un moment qu'il va falloir protéger parce que il y a vraiment tous ces processus émergents qui ont besoin de s'installer en soi pour pouvoir vivre la 5e étape, c'est-à-dire l'agir pour changer de monde de manière pertinente et de manière sereine et sécure. Entre l'étape 4 et l'étape 5, ce que je propose souvent à mes patients, presque systématiquement, c'est de faire un rite de passage. Ce rite de passage, il est fondamental.
il va aider notre psyché et tout notre être à comprendre que là, on est passé d'un moment d'une profonde intériorité, d'un processus, d'une transformation inouïe à l'intérieur de soi, et qu'il est temps de reprendre le chemin de la vie en collectif. Et ce moment-là, il est fébrile. C'est un moment qui fait peur, c'est un moment où on connaît les violences du monde et on n'a pas envie forcément de retourner dans cet espace-là. Ça demande beaucoup de courage. Et on peut à ce moment-là revivre peut-être des moments de chantage affectif intérieur, des moments où on a envie de repartir dans l'étape 2, des moments de régression. Et le rite de passage est justement là pour nous apporter les forces, pour ancrer aussi toutes les forces que l'on aura vécues dans ce process transformatoire et sentir qu'elles sont bien là, présentes en nous-mêmes, pour pouvoir vivre dans le monde. Donc ces rites de passage, ils vont être différents d'une personne à une autre. C'est vraiment un moment d'une construction très personnelle de ce rite de passage. Pour des personnes, ça va être de partir une semaine en nature, en bivouac. Pour d'autres, ça va être de partir dans des lieux sacrés en France. Pour d'autres encore, ça va être de se faire une semaine cocooning en Ayurveda. Bref. C'est vraiment à vous de trouver votre chemin, de le co-construire aussi avec votre thérapeute pour en tout cas, que ce rite ait un sens profond pour vous-même. Je terminerai sur cette phrase de Diane Fossé que j'aime beaucoup. Quand vous réalisez la valeur de toute vie, et je crois que c'est bien là ce qui se passe lorsque l'on vit le chemin transformatoire du burn-out, demeurez moins sur ce qui est passé et concentrez-vous davantage sur la préservation de l'avenir. Et finalement, lorsqu'on va passer cette porte du rite de passage, il est fondamental aussi de laisser son ancien moi, cet ancien système derrière soi, ce système destructeur de notre vitalité et des vitalités de la Terre, pour pouvoir investir ces nouveaux imaginaires, pour préserver notre vitalité à l'avenir et aussi la vitalité de la Terre. Ce rite de passage nous conduira à l'étape 5, agir pour changer de monde, prendre soin du lien aux autres et à la Terre, qui fera l'occasion d'une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous d'ici là.